Radioscopie. Radioscopie. Pierre Gripari. Jacques Chancel. Pierre Gripari, vous écrivez, je crois, depuis l'enfance. Vous ne vivez que pour la littérature. Vous avez une véritable passion pour l'écriture. Et vous ne faites aucune concession. Et je serais tenté de dire que vous préféreriez la misère à la compromission. Absolument, oui. Je n'ai pas connu la misère vraiment, mais la pauvreté, je l'ai connue, je la connais. Mais le jeu vaut la peine qu'on fasse des petits sacrifices. Sinon, c'est plus intéressant. Qu'est-ce que la compromission lorsqu'il s'agit de littérature? C'est l'infidélité, en somme, aux pulsions intérieures. C'est-à-dire, il faut vraiment sortir ce qu'on a, discutable ou non, mais la qualité ne s'obtient qu'à la condition d'observer une certaine éthique personnelle et une conscience et une honnêteté vis-à-vis de ce qu'on est et de ce qu'on sent. Vous faites passer l'éthique avant l'esthétique. Oui, oui. Je ne travaille pas à la phrase. Au fond, je ne m'occupe pas très bien d'écrire bien. Il faut que ce soit dans le rythme, il faut que ce soit vrai et il faut que ce soit dans le courant. Par exemple, je ne corrige jamais une page ou une phrase isolément. Quand je suis pas content, je recommence tout d'un bout à l'autre. Parce que si c'est pas dans le mouvement, une correction de détail fait rustine. Elle fait pièce neuve sur un vieil habit. Oui. Et comme disait un certain tailleur qui s'appelait Jésus-Christ, il faut jamais faire ça, quoi. Et vous écrivez vraiment depuis l'enfance? Oui, à l'âge de 7 ans. J'étais traumatisé par Matteo Falcone et de Prosper Mérimée et j'ai écrit à cet âge-là un petit oui. Il y avait à ce moment-là des extraits qui s'appelaient, voyons, les lectures Mirono. Enfin, nos grands-mères se rappellent de ça. C'était des bouquins, puis alors on ne changeait pas tous les ans les programmes et les livres. Il y a eu, je crois, 2 ou 3 générations qui ont appris à lire en lecture courante dans les petits livres Mirono. Et il y avait la presque totalité de Matteo Falcone. On peut reconnaître la qualité d'un jeune garçon de 7 ans? C'est possible, ça? Non, je pense pas. C'était très mauvais ce que je faisais. Oui, mais vous avez gardé quelque part Non, j'ai rien gardé. J'ai rien gardé. J'ai seulement à l'âge de 31 ans, j'ai cessé de jeter ce que j'avais écrit. Mais les enfants comprennent tout, je crois, quand même. Les enfants ont une qualité, c'est que il y a des tas de sollicitations extra-littéraires auxquelles ils sont insensibles. Ils sont insensibles au sexe, ils sont insensibles à la politique, ils sont insensibles à un certain nombre de passions qui faussent le jeu, de sorte que quand on veut plaire aux enfants, il faut faire appel aux qualités littéraires et à elles seules, c'est-à-dire au caractère captivant, au rythme du récit, à la présence des personnages. C'est pour ça que c'est un très bon exercice d'écrire pour enfants. Justement, je parle des enfants parce que vous leur consacrez beaucoup de temps. Il y a vos ouvrages, vos romans, vos folies. Si, quand même, il y a pas mal d'ouvrages concernant les enfants. Oui, mais il y a au total, il y a 2 volumes. 2 volumes et 2 albums jusqu'ici. Non, mais c'est vrai, ça 4 livres. Oui, sur 13, hein. Oui, ça n'est déjà pas si mal. Rares sont les écrivains qui sacrifient un peu de leur temps aux enfants. Et ça n'est pas un sacrifice. Oh, c'est pas un sacrifice, c'est très intéressant. Surtout que vous ne vous contentez pas, comme pourraient le faire certains, d'ajouter du texte à des images. C'est le texte qui vient en premier, puis un illustrateur vous accompagne dans cette aventure. Comme je vous disais tout à l'heure, ça demande une honnêteté alors absolue, parce qu'alors là, on ne peut pas miser sur autre chose que sur l'intérêt littéraire. Mais Pierre Gripari, vous écrivez différemment pour les enfants? Non. Il y a vos livres pour adultes, si on peut dire, il y a des livres pour enfants. C'est le même exercice. C'est le même exercice. C'est le même exercice, peut-être même un peu plus rigoureux dans le cas des enfants, parce que... ils sont plus sévères. Et puis ils ne supportent pas de s'ennuyer, c'est surtout ça. Alors on peut s'arrêter pour donner des explications dans un livre pour adultes, dans un livre pour enfants. Sitôt que ça ne raconte pas quelque chose, il faut faire très très attention. C'est difficile d'écrire pour les enfants. C'est rigoureux.
Il faut Oui, s'inventer oui. des histoires, il faut Ah oui. créer des légendes. Alors pour adultes comme pour enfants, je ne me permets pas d'écrire tant que je n'ai pas quelque chose à raconter. Avoir quelque chose à dire ne suffit pas, il faut avoir quelque chose qui se raconte. Sans ça, l'incarnation ne se fait pas. Le grand mystère de l'incarnation, ça, c'est l'essentiel. C'est un public très très exigeant. Ah oui, très. Il a raison. Il a raison. Le public n'est pas assez exigeant. D'une manière générale, D'une manière générale. c'est le public qui est mauvais. Je crois. Il est mauvais pour les livres. Il se laisse épater et puis il se laisse leurrer par des choses qui ne sont pas vraiment l'essentiel, la qualité. Le public français est assez facile à tromper et il s'en aperçoit évidemment de 2 générations après. Il y a le snobisme, il y a des passions politiques, il y a le sexe comme j'en parlais tout à l'heure. Enfin, il y a des tas de choses qui comptent et qui comptent d'une manière disproportionnée, qui ne devraient pas compter tant que ça. On Alors on passe toujours à côté de s'aperçoit... quelqu'un ou de quelque chose parce que c'était peut-être un peu plus difficile à comprendre. Oui, et puis alors je pense par exemple, enfin je vais pas parler des contemporains, ce serait méchant, Si, on peut parler de mais tout le monde alors, hein. j'ai eu par curiosité par hasard aussi l'occasion de lire un ou deux romans de Georges Haunet, des pièces de Bernstein, d'Henri Bataille, de Lavedan, de tous ces gens-là, de François de Curel, qui étaient vraiment la coqueluche. Hein, Ouais. c'était Dans leur époque. ah oui, absolument. Il devait passer à la postérité. Et c'était des gens qui trichaient. En fait, c'était des gens qui étaient adroits, mais qui faisaient de la pièce à thèse. On dirait maintenant du théâtre engagé, c'est rigoureusement la même chose. En trichant. En trichant, c'est-à-dire en concevant les personnages en fonction de la chose à démontrer. Ça ne partait pas de la bonne source, quoi. Et Georges Haunet, qui n'a pas que des défauts. J'ai lu par exemple Serge Panine, qui est un roman très bien construit. C'est admirablement construit, c'est la seule qualité et qu'il a en commun avec Bernstein. Il sait construire, il sait filer une intrigue. Mais alors, ces personnages sont tous conventionnels et dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour dire des choses absolument ahurissantes. Enfin, dans le genre mélo, dans le genre pose, dans le genre à la mode, dans le genre qui fait plaisir. Quoi. Qui triche aujourd'hui? Oui, Qui est à la mode aujourd'hui? Ah, qui triche? Parce que vous suivez d'un peu près la littérature. Non, en fait, Non, je ne vous ne suis lisez pas. pas les autres. Si, C'est l'indifférence, ça. mais je ne peux pas perdre de temps. Je travaille à mi-temps. Je travaille dans un bureau. Le peu d'heures que j'ai de libre, j'écris. Et si je commence à essayer de débroussailler mon contemporain, je n'en sors plus. Alors j'ai eu la chance de tomber sur les 2 ou 3 qui m'intéressent. Moi, je cite avant tout Tournier, parce que Tournier, pour Michel moi, Tournier. Michel Tournier, c'est le seul écrivain, en somme, qui s'est manifesté depuis la guerre et qui m'a donné vraiment l'impression d'être le gars, la valeur sûre. Et puis, il y a un homme de théâtre que je prends très au sérieux, c'est Billedou. Alors, François Béliédou, Michel Tournier, Tournier. surtout pour le vent Paraclet, j'imagine. Oh, pour tout, non, Pour surtout tout. pour le Roi des Zones. Le Ça, Roi- le Roi des Zones. Et Ouais. puis aussi les météores. J'adore les Donc pour tout. météores. Alors, il me manque le troisième. Ah bah oui, c'est vrai, Ouais. ça va par 3 ces choses-là. Ouais, toujours. Oh, ça viendra, ça viendra. Non, il y en a. Travail, famille, Il y patrie, en a. Oui, liberté, égalité, fraternité, Oui. la passe de Troyes. Ah oui, mais il y a aussi les couples célèbres, Ouais. il y a vitesse et Bien précipitation. sûr, il y a- ouais. Enfin, le troisième viendra en cours de route. J'ai l'impression, Pierre Gripari, que vous prenez la vie tellement au sérieux que vous laissez de temps en temps tomber ce qui vous paraissent terriblement superficiel. Et vous vivez en dehors des normes, en dehors des modes, tout seul. Parce que vous avez fait, je crois, de votre vie une solitude. Oui, c'est un peu le métier qui veut ça. Hein. Oh, c'est vous on- aussi qui le voulez. Peut-être. Oui, enfin, je suis pas contre. Ouais. Mais il faut choisir. Il y a une ascèse de l'écrivain. Quand il est obligé de gagner sa vie, comme c'est mon cas, il faut être d'autant plus rigoureux. On n'a pas le temps de glander, disons le mot. Il faut s'économiser au point de vue temps, même au point de vue relation personnelle. Au point de vue sortie, j'en parle pas. Je suis obligé de refuser des rendez-vous, d'espacer des entrevues avec des amis.
Et puis c'est pas mal. Il est bon de se dire que quand on entame une carrière d'écrivain, il y a des sacrifices à faire et que bon, c'est pas uniquement de la rigolade. Le plaisir d'écrire vaut largement hein, tout ça. Vous ne pourriez pas passer votre vie à écrire seulement. Il vous faut un deuxième travail pour survivre, À l'heure actuelle, financièrement, ce disons, serait pour impossible. subsister. Je vis alors essentiellement d'un salaire à mi-temps. Que faites-vous dans la vie? Je suis employé de bureau. Quel bureau? Oh, comment dirais-je? Aux écritures? Ah, à tout, à Oui. tout. Je suis dactylo, je fais des paquets, je vais à la poste. J'ai choisi exprès, enfin, le travail le plus bête possible qui me permet de ne plus y penser quand j'ai passé la porte de la maison. Ouais. Parce que justement, je suis un monsieur à champ de conscience étroit, je peux pas penser à 36 trucs à la fois. Si j'avais un travail intéressant ou tant soit peu responsable, ça me parasiterait. Vous êtes obligé à des heures de présence? Absolument, absolument, je joue le jeu, quoi. Il y a un contrat. Oui. Mais vous pouvez voler quelques minutes, quelques heures peut-être, à ce Non. temps-là pour écrire, pour griffonner sur des bouts de papier, quitte à les reprendre le soir même. Oui, griffonner au Vous vol le faites, comme vous ça, le faites une note, entre c'est nous. tout. Mais je n'ai pas tellement intérêt. Vous savez, quand on est forcé d'être X heures par jour dans un endroit, si on commence à tirer aux choses, eh bien, c'est embêtant. Parce que quand on vient vous donner du boulot après, c'est une souffrance, alors que quand on part avec le parti pris de dire, bon, bah, ce temps-là n'est pas à moi, je ferai ce qu'on me dira, ça se passe tout seul. Et vous pensez qu'un jour vous pourrez vivre de votre plume, c'est-à-dire en toute liberté? Ça m'est déjà arrivé. Vous avez quel âge? Après, j'ai 53 ans. Ça m'est déjà arrivé, eu des périodes pendant lesquelles j'ai pu m'arrêter de travailler et j'en ai profité parce que j'avais des romans à écrire, des choses qui demandaient une certaine continuité. Et j'ai arrêté une fois 2 ans, une autre fois, je crois, 5 ans. Après le succès de Lieutenant-Tenant, j'ai pu vivre Ah, Lieutenant quelque Tenant, temps. c'est un succès. Lieutenant-Tenant, ça a marché, oui. Les autres livres, Mhm. ce que vous avez pu penser pour le théâtre, ce que vous avez pu imaginer, Ah, j'ai 4 volumes de théâtre, dont 3 sont encore inédits, oui. mais ça ne se joue pas. Lieutenant-Tenant a été un faux succès en réalité, ça a été un faux démarrage et qui m'a fermé beaucoup plus de portes qu'il ne m'en a ouvertes. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai tendance à incriminer un certain nombre de facteurs. Il y a évidemment ce que j'appelle la censure gaucharde dans les milieux du théâtre, qui est Oui. très forte. Vous n'êtes Faut pas pas se particulièrement dissimuler. gauchiste, vous. Non, non, pas Non. particulièrement. Mm. Et en plus, j'ai pas d'argent. Je pense qu'on peut se permettre de penser mal, comme c'était le cas de Roger Nimier, par exemple, quand on est une personnalité parisienne à voiture et consort, etc. Mais penser mal et être employé de bureau à mi-temps, ça c'est impardonnable. Ça fait vraiment partie des choses qui ne se font pas, quoi. Enfin, aujourd'hui encore, Drieux-La Rochelle aurait fait un succès. Peut-être. Drieux avait Non, la c'était surface c'était l'écrivain sociale énorme. d'un monsieur. Oui, c'est ça, il avait... C'est drôle. Drieux... C'était un dandy, lui. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, je ne suis pas de cette école-là, évidemment. Et vous provoquez aussi parfois. Parce que vous pouvez être méchant, vous pouvez être sévère, Oui, vous oui, je pouvez peux être méchant. pointu. Oui, Oui. je peux être agressif, mais je suis pas partisan de l'agressivité gratuite. Au fond, je suis pas partisan de contrer les personnes. Je m'attaque aux idées alors aussi violemment que possible. Il y a des choses qui me paraissent parfaitement monstrueuses et je vois pas pourquoi je le dirais pas en fin de Lesquels, compte. par exemple? Ah, mon Dieu, comment dirais-je, pour fixer les idées, le communisme, le judaïsme, le christianisme, enfin un certain nombre Tout vous paraît honteux. d'idéologies qui me paraissent vraiment monstrueuses. C'est le mot, quoi. Vous confondez religion et idéologie. C'est la même Oui, chose pour oui, vous. pour moi c'est la même chose. Je suis athée et pour moi une religion et idéologie, tout ça c'est de la dictature. C'est de la dictature morale, c'est de la police morale. Vous ne vous êtes jamais engagé, quelque Si, part. si. J'ai eu ma petite crise mystique à 15 ans, comme tout le monde. Je lisais Pascal à ce moment-là. Et puis, j'ai été alors stalinien, franchement sympathisant stalinien, et même pas au parti, ce qui fait que j'étais encore un peu plus poire que les autres, entre 50 et 56. Et à cette époque-là, j'ai
été délégué du personnel CGT dans la boîte où je travaillais. C'est une expérience d'ailleurs qui m'a apporté pas mal de choses. C'est assez amusant d'avoir passé dans ce milieu-là quelques années. Et puis j'ai fait du russe. Alors ça, c'est toujours utile d'apprendre une langue et de pénétrer dans une culture, ça vaut la peine. Vous ne recommenceriez pas? Ah non, non, pour rien au monde, mais je suis bien content de l'avoir fait. Ce n'était pas du temps perdu. Non, non, c'était pas. Enfin, vous seriez content, vous, Pierre Gripari, le bon petit diable, de revenir un jour sur cette terre et de constater que vous êtes célèbre. Parce que parfois, on passe à côté des écrivains, et puis quelques années plus tard, 25, 50 ans, ces écrivains-là sont installés au sommet de la hiérarchie. Oui, oui, oui. Non, parce qu'une chose me frappe. J'ai reçu, plus que pour n'importe qui, des lettres vous concernant. Tiens. Oui, et ces lettres, ce qui me paraît important, sont des lettres de libraires. Et les libraires me disaient, et me disent encore, pourquoi n'avez-vous pas reçu Pierre Gripari? Or, vous savez qu'il y a en France 24 000 points de vente, je crois, et c'est important, et qu'il y a des libraires qui forment une sorte de, je ne dirais pas de mafia, mais de groupe très exigeant et très fort lorsqu'il s'agit de lancer quelqu'un qui mérite vraiment de s'éclater, comme on dit vulgairement. Et ces libraires m'ont dit, Gripari, c'est le romancier, c'est l'écrivain de demain. Et vous devez savoir combien vous êtes aidé par eux. Oui, ça m'intéresse beaucoup parce que moi, en tant que piéton parisien et employé de bureau, si vous voulez, je ne me vois pas dans les librairies. Jamais? Très très rarement. Très rarement. Et pourtant, il y a 13 livres. Je me promène, je ne m'attends pas à trouver du Gripari quand je fais une partie de l'Escarreau à la vitrine ou à l'intérieur d'une librairie. Vous êtes oublié, on ne vous connaît pas. On me connaît peu, et puis les libraires ne peuvent pas garder tout ce qui paraît bien longtemps, et quand ça ne se vend pas d'une façon régulière, bon bah ils renvoient, c'est normal, quand on pense au volume de papier qui sort tous les mois. Alors, ce que vous me dites là m'est très agréable parce que je n'y croyais pas vraiment, quoi. Je sais que, à ma connaissance, il y a 3 ou 4 libraires sur toute la France qui me soutiennent activement. Je ne pensais pas qu'il y en avait plus. Parce qu'il y a quand même, peut-être pour mieux vous connaître, les livres pour enfants. On abordera les autres après. Oui. Lorsqu'on passe par l'enfance, immédiatement on trace un sillage. Enfin, il se passe quelque chose. Alors je rappelle quelques titres, peut-être y en a-t-il d'autres. Nanas et Gigantet, c'est bien de vous ça? C'est bien de moi. Ouais. Je ne sais qui, je ne sais quoi. Oui. Mais cela fait partie des contes de la rue Broca. Même paru à la Table Ronde. Ouais. Pirlipipi. Pirlipipi, le dernier paru. Et Prince Pipo. Voilà. Alors, pour les enfants. Alors justement, ces enfants, les rencontrez-vous parfois? Oui. Parce que c'est bien de rencontrer son public. Oui, c'est bien, c'est pas indispensable. En fait, j'ai eu l'occasion, on m'a demandé plusieurs fois de rencontrer des enfants, et maintenant, je dois dire, pour des raisons de temps, toujours, je commence à refuser ce genre d'entrevue, parce que je n'ai pas le temps de courir en banlieue, de bouffer une journée de travail à chaque fois pour ça. Et les contacts que j'ai vus avec le public enfantin m'ont intéressé. Malheureusement, je suis obligé de cesser parce que il faut choisir entre ça ou écrire. C'est toujours la même histoire. Alors, le contact avec le public, d'une façon générale, c'est à double tranchant. Il faut pas trop le connaître, son public, parce que quand on le connaît trop bien, on est tenté de lui donner ce qu'il veut, et ce n'est pas forcément ce qu'il veut consciemment qu'il lui faut. En fait, c'est ça, tricher, précisément. C'est vouloir faire plaisir immédiatement aux gens en leur donnant ce qu'ils demandent. En réalité, le public veut être surpris. Joyeusement étonné. Voilà, un mauvais éditeur, par exemple, et Dieu sait s'il y en a, se contente de sélectionner les manuscrits en vertu du critère qu'est-ce qui ressemble le plus à Bonjour Tristesse ou à Papillon, c'est-à-dire au best-seller d'il y a 10 ans ou d'il y a 5 ans ou de l'année dernière. Sur quoi pouvez-vous vendre, demande-t-on à un auteur. Exactement. Alors que ce qui se vendra l'année prochaine sera forcément quelque chose de différent. Ouais. Et ce qui se lira encore dans 50 ans ou dans 100 ans sera encore quelque chose de complètement différent de la mode, qu'elle soit d'hier, d'aujourd'hui ou de demain. Alors il est possible que vous ayez aujourd'hui plus de lecteurs-auditeurs que vous n'en avez jamais eu. Alors admettons qu'ils aillent du côté de vos livres.
à la condition également Oui. que les libraires aient ces livres. Oui. Ah ben, un libraire. Admettons qu'ils soient déçus. Oui. Vous trouveriez tout à fait normal qu'ils puissent être déçus? Ah, je trouverais normal qu'il soit choqué. Choqués par quoi? Déçu, ça m'embêterait. Ah Ouais. bah parce que bon, je vais à contre-courant d'un certain nombre de choses, d'idées bien établies et sur lesquelles, en somme, collectivement, nous vivons encore. Quand je dis, par exemple, à des gens, vous savez, les collabos n'étaient pas des traîtres. Ils tombent de leur haut, ils n'en reviennent pas. Or, c'était des choses qu'on pouvait dire en 1944, parce que les gens qui avaient réellement vécu l'occupation, savaient que c'était vrai. Pendant les années 50, quand j'ai réécrit ça dans Pierrot la Lune, qui est sorti, je crois, en 63, ça a traumatisé, le livre a été accueilli par un silence religieux parce que c'était vraiment la chose à ne pas dire. Maintenant, on recommence à pouvoir le dire. Tout le monde sait que bon, les collabos étaient des patriotes qui se faisaient de l'avenir de la France et de l'Europe une certaine idée, bon, et qui n'était pas celle des gens d'en face, mais les gens qui dénonçaient, par exemple, n'étaient pas des collabos au sens politique. C'était les gens qui avaient envie de se débarrasser de leur belle-mère, de leur voisin de palier ou C'est un comportement humain. Oui, oui, c'est ça. C'est grave ce que vous dites, hein? Oui, non. C'est grave sur le comportement humain. Ah oui, oui, non, mais bien sûr, mais l'homme est une charogne, ça, de toute manière. Il n'y a aucune illusion à se faire. Ça, pour une fois, je suis d'accord avec les chrétiens. Sans généraliser, on pourrait dire que les collabos n'étaient pas tous des traîtres ou des monstres, et les résistants n'étaient pas tous des héros, c'est cela? Non, non, oui, oui, il y a pas. Je crois que c'est la condition humaine. C'est la condition humaine. Et en fait, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Bon, ça, on le sait bien, c'est la règle du jeu, et elle était acceptée de part et d'autre. Mais enfin, c'est pas une raison pour être bête, quoi. Alors, il y a ce livre, Vie parallèle de Roman Branchu. C'est un drôle de nom, Roman Branchu. Hein. Roman, déjà, oui, c'est par rapport au roman. Absolument, oui. C'est un clin d'œil. C'est un jeu de mots. C'est un joli prénom, d'ailleurs. C'est un joli prénom. Il est assez usité chez les Russes. Raman. Mais évidemment, c'est un roman branchu. Une œuvre de fiction où on retrouve tout. Ah, tout, oui, tout le... Et il y a, je ne sais pas, il y a 300 livres dans le même ouvrage. Oh, vous êtes généreux. Non, quand même pas, mais 5 ou 6, quoi. Non, je veux dire 300 livres dans le sens que vous allez un peu partout, vous prenez tous les chemins, Oui, vous avez toutes les idées, vous avez voulu tout mettre. oui, oui, absolument. Je crois qu'il Vous auriez faut pu vous pas... arrêter d'écrire, quoi. Oh, je me dis ça, mais je me suis dit ça aussi quand j'ai écrit Pierrot la Lune, quand j'ai écrit Socrate Marie Gripotard, c'est-à-dire périodiquement, quoi, tous les 4 ou 5 ans, Oui, j'écris un livre dans lequel je mets Oui. tout, et en me disant, tant pis si j'écris plus rien après, puis après, il vient d'autres idées, forcément. Les titres sont toujours très amusants. Bon, Pierrot la Lune, ça va. Ah, Pierrot la Lune, il n'est pas de moi, le titre. Ouais, Il m'a été imposé. Alors, l'autre titre? Alors, la vie, la mort et la résurrection de Socrate Marie Gripotard. Pourquoi Ça, un titre si long que peut-être le lecteur ne retiendra pas? Oui. je Vraiment, sais vous ne pas. faites rien pour le retenir, ce lecteur. Non, oui, évidemment, je cherche à retenir par l'insolite, mais non, pour moi, ça s'appelle vraiment Socrate Marie Gripotard. Le personnage a ce nom bizarre. Et puis, la vie, la mort et la résurrection, c'est pas gratuit non plus. Il y a une référence aux vies de saints. Vous savez quel est le titre d'Alexis Zorba en grec? Non. Vios et Politia, la vie et les œuvres. Ça imite les titres des vies de saints. Je me suis un peu inspiré de ça. Vous voyez que les saints vous intéressent, Oui, vous passionnent. Donc un jour, vous serez quand même sur le chemin d'une religion, non? oui. Oh, j'ai une composante mystique assez forte. Je m'intéresse au taoïsme, à l'épicurisme. J'ai même préparé, tiens, j'ai donné à l'Âge d'Homme, à mon éditeur, un petit livre de lecture composé d'extraits de philosophes nihilistes et de mystiques négatifs. J'espère qu'il va publier ça parce que c'est vraiment mon livre. C'est pas de moi, mais j'avais envie d'écrire ça depuis des années. Enfin, un jour, Pierre Gripari, on vous retrouvera dans un monastère ou dans un ashram. Oui, mais il faudra que ce soit un monastère athée. C'est pas facile à trouver. Quoique l'Église catholique en ce moment prenne le bon chemin. Mais tous les athées sont des croyants fidèles.
Oui, enfin, fidèles à eux-mêmes. oui, mais oui, Hein. je pense qu'il y a une mystique athée, et même que c'est la vraie, au fond. Épicure, c'est le gars qui avait déjà tout trouvé. Épicure, Lao Tse, des gens comme ça. Vos vies parallèles, c'est simplement le prétexte de passage d'un monde à un autre. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas bien dans ce monde-là, que vous voudriez bien inventer un autre, mais vous ne savez pas lequel, parce que... Oui, Ah, il y a du vrai. Il y a ouais, du ouais. vrai, je suis toujours un peu en porte-à-faux. J'ai toujours été, mais enfin, ça dépend de ce qu'on en fait, après tout. Tant Vous mieux. boitez un peu, quoi. Le Martien en exil, vous voyez. Ouais. J'ai écrit un recueil qui s'appelait Rêverie d'un Martien en exil. Je me sens assez dans la peau de ce Non, vous personnage. seriez plutôt un terrien en exil. Ah oui, C'est-à-dire que vous êtes en exil sur cette terre. oui, oui. Ça Mais n'est c'est pas la vôtre. Mais alors, où aller, hein? Parce que, bon, c'est vrai que Vie parallèle de Roman Branchu, c'est un exercice de style. Vous vous êtes amusé. Mhm. Il n'y a pas que ça, quand même. Il y a l'idée que l'on pourrait s'installer quelque part et que l'on pourrait vivre d'une manière différente. Si un jour, par exemple, quelqu'un vous réveille en vous disant « Je vous donne beaucoup d'argent, je suis votre mécène », et vous n'allez plus aller au bureau, vous ne ferez plus des écritures, vous ne serez plus sténodactylo, vous ne ferez plus de paquets. Quelle chance, non? Oui, oui, oh, ça peut arriver, ça fait pas partie des choses impossibles. Non, le mal d'être au monde, ça repose encore sur des choses plus subtiles encore. Enfin, oui, c'est vrai. Bon. Vous n'appartenez pas à ce monde. Non, pas tout à fait. Pas tout Pourtant, à vous fait. vivez, vous respirez. Ah oui, bien sûr, oui. Ça n'empêche pas. Puis j'écris, c'est surtout ça. Ouais. Mais que souhaiteriez-vous? À continuer, y a pas y a pas de problème. Je ne peux faire, si vous voulez, si la bonne fée venait me trouver, je pourrais faire des petits vœux de détail, mais en gros, la vie que je mène me convient. Mais vous Mais considérez, elle est un peu en marge, c'est vrai. mais vous considérez vraiment comme un marginal. Un être à part. Déplacé. J'ai pas juré d'être marginal ni à part, mais enfin, bon, c'est comme ça. Il y a le petit nombre de choses auxquelles je tiens vraiment, bon, bah, exige que je continue à travailler comme ça, puis après tout, c'est bien. Enfin, ce dernier livre, Vie parallèle de Roman Branchu, c'est à la fois un essai, une satire, un poème, une autobiographie, un pamphlet. Hein, Un enfin, pamphlet aussi, oui. mais qui est Roman Branchu? Alors, Alors voilà, Roman Branchu, c'est le personnage qui vit dans plusieurs mondes parallèles à la fois et qui est sollicité par plusieurs destins différents. Alors, cela peut être nous, enfin, chacun d'entre nous. ah oui, ça peut être absolument chacun d'entre Parce qu'on nous. pourrait vivre ailleurs. On pourrait être Suivant, fou, sage, oui, c'est ça. Et puis alors, ou prince ou mendiant. suivant les coordonnées dans lesquelles nous apparaissons, n'est-ce pas, dans ce monde, évoluer d'une façon ou d'une autre, mettre en veilleuse certains de nos aspects, certaines de nos virtualités, en développer d'autres d'une façon tout à fait inattendue. Alors, il y a des romans branchus qui vivent tout leur destin, qui brûlent les étapes, qui vivent tout leur destin dans leur jeunesse. Il y a ceux qui s'engluent dans le mariage. Il y a ceux qui, au contraire, se gardent pour la grande œuvre. Et évidemment, ce sont ces derniers qui m'intéressent le plus. Et alors, à la fin, j'en sélectionne 3, dont l'un, d'ailleurs, connaît la façon de voyager dans les mondes parallèles et va prendre contact avec ses frères. Quelle est la façon de voyager dans les mondes parallèles et quels sont justement ses frères? Alors, la façon de voyager, c'est très simple, n'est-ce pas? Il faut trouver la 4e dimension, non pas temporelle, mais spatiale. C'est pour cela, mon héros a inventé un appareil qui s'appelle le dé à 8 faces. Oui. Et alors, c'est un cube, mais qui, au lieu d'avoir 6 faces, en a 8. C'est-à-dire, il y a encore 2 faces perpendiculaires à toutes les autres, et qui existent néanmoins, et qui indiquent la direction pour glisser d'un univers à un autre parallèle. Vous y croyez ou vous vous moquez un peu des gens? Je me moque un peu, mais C'est pas tellement faux, c'est quand assez même, hein. fascinant. Tout est possible. C'est un souvenir d'enfance, ça. Vous savez, j'avais vu un film de pain levé avec mon père étant gosse, qui expliquait ce que c'était que la quatrième dimension, Ouais. par analogie, en supposant un monde infiniment plat, à 2 dimensions seulement, et au bon tour qu'on pouvait jouer aux êtres infiniment plats, en allant leur piquer leurs pièces dans leur coffre-fort, sans l'ouvrir, et ainsi de suite. Tout ça est très excitant et très amusant. Il y a une espèce de merveilleux mathématique là-dedans. Vous disiez à l'instant, Pierre Gripari, que il ne fallait pas s'engluer dans le mariage. Oui. Vous êtes marié? Ah non, non. Ah non. Non, non. Ah non, pour toutes sortes de Encore la raisons. solitude, à quelle raison? Oui, pour toutes sortes de raisons dont chacune... C'est de suffit, l'égoïsme. Oui, d'abord c'est de l'homosexualité et d'une. En plus, effectivement, j'ai une espèce
de défense contre le mariage et contre les femmes en général. Enfin, j'ai été élevé par des femmes et au fond, quand mes parents sont morts, j'ai fait ouf, quoi. C'est pas une vie. Mes parents n'étaient pas pires que d'autres, mais je crains la vie de famille, je crains la liaison, je crains la cohabitation. Ça, vraiment, j'en ai une trouille bleue et Vous êtes fragile. Oui, 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 oui. Je veux pas muser à des discussions à propos de tout et de rien, avoir à rendre des comptes à chaque fois que j'entre ou que je sors. Quand je suis chez moi, je suis seul et bien content de l'être. Quand j'ai envie de compagnie, je sors, je vais au bistrot, je vais n'importe où et j'ai ce qu'il me faut aussi. Oui, mais l'homosexualité dont vous parlez vous conduit quand même à avoir des aventures, c'est-à-dire avoir une vie. Non, très peu. C'est très, sur le plan sentimental, c'est de toute façon très décevant. Le milieu n'est pas sympathique, il faut bien l'avouer. Et là aussi, je veux pas perdre mon temps. Je crois alors que vraiment, il faut aussi sacrifier dans une certaine mesure sa vie sentimentale pour être écrivain. Faut pas s'imaginer qu'on va pouvoir tout, avoir tout et Vous tout de donnez suite. tout à l'écriture. Oui, oui. Vous êtes un écrivain vrai, alors. Avec tout ce que cela comporte. c'est Non, ça, depuis oui, que j'écoute, oui. c'est vrai, quoi. Non, parce que c'est vrai, cela peut être un sacrifice de chaque seconde. Oui, mais c'est pas un sacrifice. Il y a du plaisir, vous comprenez. Je ne suis quand même pas. C'est ça la jouissance, c'est le Oui. plaisir d'écrire. Hein. Le plaisir Comme de il y a raconter. un plaisir de lire. Exactement. Nous revenons dans les mondes Ouais. parallèles, nous revenons aux Martiens en exil. Il y a une volupté véritable à créer par des mots un monde imaginaire et à créer un fantôme de monde imaginaire chez les gens qui vous écoutent et qui vous lisent. Le simple jeu de l'imagination suffit à justifier la chose. Enfin, il y a tellement de vies parallèles, et pour chacun d'entre nous, que l'on pourrait imaginer un monde totalement différent de celui dans lequel nous sommes. Absolument. C'est vrai, pour chacun ouais. d'entre nous. Et en fin de compte, ce que vous avez fait, ce livre, c'est une belle ambition, et c'est même un peu de vanité, car vous croyez avoir écrit le roman universel. Absolument, mais je crois que si on ne se gobe pas, et si on ne croit pas à ce qu'on fait, on tombe dans la prostitution très vite. Un écrivain a le devoir d'être fou d'orgueil. Ça fait aussi partie de la règle du jeu, ça fait aussi partie de son éthique et de son honnêteté, j'hésiterai pas à le dire. Le moins qu'on puisse faire quand on choisit ce métier-là, c'est de croire à ce qu'on fait. On risque de se tromper, il y a le risque à prendre, c'est évident. Moi, j'ai vécu des années au milieu de gens qui ne croyaient pas une minute à ce que je faisais, en me disant, mince, ils ont peut-être raison, mais tant pis, j'y vais quand même. Ils avaient tort. Oh, ils avaient tort, sans aucun doute. Et vous le dites aujourd'hui. Je le disais même à l'époque d'ailleurs. Enfin, je prenais un risque, c'était évident, quoi. La vocation d'écrivain apparaît très tôt, et elle apparaît quand la personnalité n'est pas formée et quand on ne sait pas en réalité de quoi on est capable. Et il est évident qu'entre 7 ans et 31 ans, j'ai écrit des tas de choses qui ne valaient pas un clou, et pourtant je me sentais écrivain, il n'y avait pas d'erreur. Vu de l'extérieur, j'étais un petit rigolo qui noircissait du papier, rien de plus. Aujourd'hui, vous n'êtes plus un petit rigolo. Je crois pas. Aujourd'hui, vous vous connaissez. Je ne suis pas sûr de me connaître parce que bien ou mal intentionnés, les gens qui vous parlent de vous ont toujours quelque chose à vous apprendre. C'est pour ça, il faut écouter les critiques, faut pas y croire, faut pas se laisser attaquer le moral par eux, mais il y a toujours quelque chose à glaner dans ce qu'on vous dit, même si c'est de parti pris, c'est curieux. Des gens qui vous disent quelque chose pour vous faire mal, mettent quelquefois le doigt sur un détail qui vous fait ruer sur le coup, et puis 8 jours après, on se dit, tiens, il y a quand même quelque chose là-dedans. Vous pourriez faire mal, vous? Je ne sais pas. J'aimerais pas faire mal à des individus. Ouais. À des doctrines, alors là, oui, tant qu'on veut. Je fonce. Je crois vraiment que l'idéologie, c'est la honte de l'humanité. Mais quand quelqu'un est élevé dans une idéologie, il est évident que même du point de vue pédagogique, c'est de la dernière maladresse de lui faire mal. Quoi. Ça n'est ni mon intérêt ni le sien. Pierre Gripari, vous inventez, et on peut se demander d'ailleurs si c'est totalement inventé, car cela aurait pu être vrai. Par exemple, pour vous, Joseph Staline est membre de l'Académie française. Absolument, Oui. oui.
Churchill, Winston Churchill, est médecin-chef à l'hôpital Diable. Oui, oui, l'hôtel Diable. L'hôtel Diable. Alors oui, l'hôtel Diable, c'est l'hôtel Dieu, bien évidemment. C'est tout peut être mis en équilibre. Oui, oui, oui. Tout peut être mis en parallèle. Et Et puis, tout peut être possible. tout peut être possible, mais ça n'est pas gratuit parce qu'évidemment, quand on se balade dans les univers parallèles, on trouve tous les possibles, tous les imaginables, mais on choisit forcément. Il faut bien se dire qu'à chaque fraction de seconde, n'est-ce pas, le monde se clive et dans chacun des demi-mondes qui en résultent, il y a celui où j'aurais pu lever le doigt en l'air et celui où je ne l'ai pas fait. Donc les mondes parallèles sont en nombre infini et ça se reproduit sans arrêt, sans arrêt. Il y a C'est un autant de éventail. destins qu'il y a d'univers. Alors voilà. Alors le problème, c'est que les mondes que je choisis, je les choisis en fonction de mes goûts personnels, de mes pulsions, de mes complexes, de tout ce qu'on veut. De sorte que rien de tout ça n'est gratuit, finalement. Alors, si Joseph Staline est à l'Académie française et si je compte sur sa voix pour mon élection, c'est parce qu'au fond, j'ai un petit quelque chose d'amical pour Joseph Staline, il n'y a pas d'erreur. Ce serait bizarre, un gris Paris à l'Académie française. Oui, oui. Grâce à la voix de Joseph Staline. Mais vous aimeriez y entrer à l'Académie française? Je n'ai pas encore d'idée précise là-dessus. Je ne sais pas ce que c'est, ni comment ça fonctionne, ni à quoi ça oblige. Enfin, je ne... Mais quand même. Oui. Il faudrait que j'ai beaucoup plus de loisirs, ne serait-ce que pour assister aux réunions déjà. Ça, je ne m'imagine pas. Puis je ne me vois pas vivant comme vous je ne diriez vis. pas non si on vous pressait. On ne dit pas non, bien sûr. J'imagine que personne ne refuse l'académie. Enfin, je ne sais pas. J'imagine pas un monsieur vivant comme je vis, habillé comme je suis habillé à l'académie. Je pense que les académiciens seraient les premiers à se poser la question. Oui, mais à ce moment-là, vous habilleriez d'une manière tout à fait différente. Vous Enfin, leur ressembleriez. Non. Vous ne mettez jamais une cravate? Non, j'aime pas ça. Même me pour sert le bureau? coup, ça. Non, non, même pour le bureau. Je suis dans un bureau où le port de la cravate n'est pas obligatoire. La bicyclette? Vous allez à bicyclette? Quand j'étais en province, oui. À Paris, j'aurais peur. Deux roues comme ça, perdues au milieu de toutes ces bagnoles, j'aurais la trouille. Alors imaginons que vous puissiez vous inventer un monde. Ouais. D'ailleurs, vous l'inventez, mais vous Oui. l'inventez pour les autres. Et puis pour la fiction, Oui, puis ce qui est la réalité. Pour moi aussi. Mais non, mais vous seriez qui dans ce monde? Ah, je serais moi. Ça, Non, mais vous j'arrive auriez quel vraiment métier? pas à... Écrivain. Oui. Ah oui, oui, non. Jamais ça, vous n'avez imaginé que vous pourriez exercer un autre Si, métier? mais alors ça ne tombe jamais très très loin. Et j'ai hésité. Je me rappelle, j'avais entre 15 et 19 ans. Je ne savais pas si je serais un grand écrivain, pourquoi, n'est-ce pas, chipoter, ou un grand musicien. J'avais très envie d'être compositeur de musique et d'écrire des opéras. J'avais déjà des projets. Je voulais écrire un opéra sur le Chanteclair d'Edmond Rostand, par exemple. Je me rappelle très bien. Je voulais écrire un opéra sur Athalie. C'est pour ça d'ailleurs que dans les vies parallèles de Roman Branchu, je fais d'un de mes doubles un musicien et je lui fais composer les opéras que j'avais envie de composer. Mais il est temps de composer encore. Oh non, je n'ai pas appris la composition. J'espère ne pas mourir avant d'écrire un petit volume de pièces pour piano. J'aimerais écrire... Vous jouez au piano? Oui, j'ai fait du piano entre 6 et 16 ans. Et ensuite du bal à la Libération en province, ce qui me permet de jouer des tangos à mes amis qui ont des pianos quand ils m'invitent. La musique me fascine énormément. Ça vraiment, si j'avais pas été écrivain, j'aurais été compositeur de musique. Je suis compositeur de musique dans plusieurs univers parallèles. Vous avez vos univers parallèles, donc vous avez beaucoup de possibilités, mais vous pensez qu'un jour vous pourriez revenir sur cette terre? Vous croyez à la réincarnation, au Non, retour possible? non, je ne crois pas. Mes parents y croyaient. Ça faisait partie justement de Ce sont d'autres vies parallèles. la religion, effectivement. Bah oui, mais alors, faut pas tricher non plus, même avec les vies parallèles. Il y a des choses possibles et des choses pas possibles. Et l'argumentation de Lucrèce et d'Épicure, n'est-ce pas, contre l'immortalité de l'âme, me paraît extrêmement convaincante. C'est eux qui ont raison. Et je pense même que les mystiques les plus sérieux, même chrétiens, sont des gens pour qui l'au-delà n'existait pas. Et en tout cas, ce n'était pas la question.
Vous savez ce que dit, je ne me rappelle plus d'ailleurs, il y a un soufi. Il y a un soufi musulman, et il y a aussi un passage dans la vie de Saint Louis de Joinville où il parle d'une femme d'Alep qui se baladait en tenant d'une main un brasier et de l'autre une jarre d'eau, et quand on lui demandait ce qu'elle faisait, elle disait que c'était pour éteindre l'enfer et pour brûler le paradis, afin qu'on ne fasse pas le bien, n'est-ce pas, pour avoir le guerdon de paradis, mais pour l'amour de Dieu à voir, n'est-ce pas? C'est assez joli. Où est le mystère pour vous? Le mystère, c'est quelque chose de beaucoup plus quotidien. On vit dans le mystère par le seul fait que, c'est ça, alors le côté complètement incompréhensible du monde, nous ne pouvons comprendre que la quantité et nous ne pouvons percevoir que des qualités. Alors, quand on nous dit que le rouge, ça correspond à tant de vibrations par seconde, c'est une explication scientifique, mais ça n'explique pas le rouge, qualitativement. Et alors, nous vivons alors dans cette espèce de monde comme ça, double, et nous n'avons vraiment rien pour franchir le gouffre entre quantité et qualité. Alors, ça n'est pas du surnaturel, bien entendu. Il n'est pas question de Dieu, ni des anges, ni de rien de tout ça. Mais c'est quand même le mystère. C'est le mystère total. Vous pensez que quelqu'un vous protège quelque part? Je me suis amusé à le penser, mais au fond, je ne suis pas croyant. Je ne suis vraiment pas croyant. Je pense alors qu'il y a chez chaque individu ce que je n'appelle pas, c'est Nietzsche qui l'appelle, le sage inconnu, vous savez, et qu'on peut se faire de son inconscient son meilleur ami ou son pire ennemi, et que c'est une question d'hygiène. Et il faut se surveiller, parce qu'une nature agressive comme la mienne a tendance à se fâcher avec son moi. Vous êtes agressif par rapport à vous-même? Oui, encore plus par rapport à moi-même qu'à Vous par faites des rapport aux crasses. autres. Je me fais des vacheries. Il y a des moments où vraiment j'ai envie de m'engueuler. Seulement envie. Bah oui, parce que ça sert à rien de s'engueuler. Ouais. Là aussi, ça ne fait qu'aggraver les choses. Vous êtes dans le même temps pacifiste, philosophe, parce qu'il y a cette phrase, c'est ainsi que la vie inventa l'agressivité, qui est l'arme des prédateurs, et la peur, qui est l'arme de leurs victimes. Oui. Vous avez peur de la violence, de Oui. ce monde actuel d'ailleurs. Oui, de ce monde en général. Aussi, Le XXe si on lit siècle, un peu oui. ce qui a été écrit dans Oui. les temps anciens, on s'aperçoit que la violence était pire. Ah oui, oui. Elle était On moins peut même massive. revenir à la Bible. Absolument. Ouais. La pire à la Bible, on est gâté. Hein. Oui, voilà. On est gâté. La violence est plus massive maintenant. Elle fait peur. Elle est plus terrorisante dans le fait que là c'est par millions qu'on y va, mais en fait la bête humaine n'est ni meilleure ni pire maintenant que du temps des patriarches, c'est évident. Pour bien connaître Pierre Gripari, quel livre faut-il avoir lu? Vous avez parlé de oui. Pierrot la Lune. Pierrot la Lune, je dirais Pierrot la Lune, je dirais la vie, la mort et la résurrection de Socrate-Marie Gripotard. Rêverie d'un martien exil. Oui, rêverie. Alors, je prends les romans d'abord. Ouais. Les deux premiers, donc Pierrot la Lune et Gripotard, c'est La Table Ronde. Et puis alors, il y a aussi les romans de l'âge d'homme, c'est-à-dire Frère Gaucher ou Le Voyage en Chine, Oui. et celui-ci, Vie parallèle de romans branchus. Et les contes de la rue Broca. Et alors, c'est pas un de mes livres auxquels je tiens le plus. C'est celui qui marche le mieux, alors donc j'ai pas besoin d'y faire de publicité. Je mettrai avant les recueils de contes pour grandes personnes, c'est-à-dire alors aux éditions de La Table Ronde, Diable, Dieu et autres contes de menterie, chez Robert Morel, L'Arrière-Monde et autres diableries, il a tenu à ajouter ça, et les rêveries d'un martien en exil, effectivement, à l'âge d'homme. Les grands éditeurs, ceux que l'on appelle grands éditeurs, ceux qui ont des surfaces, Oui. qui appartiennent à des multinationales, vous appellent parfois? Non. Non, c'est moi qui Vous ai ne été souhaitez les pas. appeler. Bah, Si. c'est-à-dire, c'est trop tard maintenant, j'ai trouvé. J'ai fait... C'est trop tard maintenant. J'ai fait à une certaine époque jusqu'à 17 éditeurs parisiens qui m'ont tous refusé. Et visiblement, non pas parce Tous qu'ils... vous ont refusé? Tous, absolument. Non pas parce qu'ils ne me connaissaient pas, mais parce qu'ils me connaissaient. Je venais de rompre avec La Table Ronde et je cherchais une maison de remplacement et ils n'avaient pas envie
de publier un monsieur qui pensait mal et qui n'était même pas, qui n'avait même pas réussi à se faire retenir par les gens de la table ronde, bien que mal pensant, n'est-ce pas? Alors, à leurs yeux, j'étais vraiment la non-valeur. Je suis maintenant écrivain suisse. Bon, sauf pour les contes pour enfants, puisque j'ai un contrat avec Cela vous fait mal? Grasset. Non, finalement, ça m'a fait énormément mal à l'époque où je cherchais et je ne trouvais pas. Mais il y a une espèce de logique dans tout ça. J'ai la tripe européenne, au fond. J'ai toujours eu un peu l'impression d'être en porte-à-faux avec le public français. Pas seulement avec les éditeurs et les milieux littéraires. J'ai eu des conversations avec des gens du peuple, avec des ouvriers, qui m'ont fait comprendre gentiment que j'étais un imbécile et puis que si eux, gens du peuple, savaient écrire comme j'écris, ils feraient du commercial et puis que c'était ça la vérité, quoi. Alors je me dis, merde, si le gogo lui-même, n'est-ce pas, raisonne comme ça... Le mal est grand. Oui, oui, parce que c'est l'homme de la rue qui est la victime de ce système de consommation, n'est-ce pas, en redemande. Et pour lui, l'écrivain de vocation est un imbécile. Ça va mal. On comprend vite que pour vous, Pierre Gripari, écrire n'est pas un luxe, mais c'est tout simplement une raison de vivre. Ah, c'est une raison de vivre. Je bénis ce qui me sert de ciel C'est d'avoir trouvé, oui, Ouais. d'avoir trouvé Dimitri, qui est le directeur de l'Âge d'Homme, parce que Il y a toujours quelqu'un quelque part et oui, et quelqu'un qui pour va, aider l'autre. quelqu'un qui va, Ouais. qui vient vous chercher. Les gens qu'on va trouver ne font jamais rien, c'est ceux qui viennent vous chercher qui font quelque chose. Et Dimitri est venu me chercher, et dès les premières conversations, j'ai trouvé tout d'un coup que mon public était en Europe centrale. Dimitri est yougoslave, et du fait même de la tyrannie, enfin le mot n'est pas trop fort, qu'ils subissent, les peuples d'Europe centrale et orientale ne sont pas blasés en matière culturelle. Ils n'ont pas ce côté critique et râleur de l'Occident qui est À la mode submergé de marchandises, qui en a marre, qui les rejette, alors que pour eux vraiment c'est quelque chose de sérieux et ils en veulent, quoi. Vous êtes connu à l'étranger? Non, non. J'ai quelques points de chute. En Belgique, où je suis suivi alors par Paul Vendôme, qui est ma providence parmi les critiques. Et en Suisse, évidemment, puisqu'il y a Lausanne, et qui est Le siège. le siège de l'Âge d'Homme. Un petit peu au Japon, parce que les contes de la rue Broca viennent d'être traduits en japonais. Et alors, je me suis découvert un ami à Vienne, qui va essayer de me faire lire en Autriche et en Italie. Mais en fait, je n'ai pas encore Puis vraiment vous avez sorti. les libraires français. J'ai des libraires français. Vraiment, les gens qui ont fait le plus pour moi ont été des libraires, c'est vrai. Pierre Gripari, parfois vous avez quand même une conception élitiste de la vie. Ah, absolument. Oui, oui. Vous êtes homme de droite, réactionnaire. Je suis réactionnaire, Fasciste plus fasciste si vous voulez que réactionnaire. C'est-à-dire qu'il y a pour moi dans le fascisme quelque chose de positif qui prend acte de l'évolution du monde moderne. Le fascisme au fond le fascisme est une défense contre le communisme. Un monsieur comme Mussolini, c'est le monsieur qui s'est dit un jour les démocraties partent perdantes. Et si nous voulons lutter contre l'abrutissement stalinien, n'est-ce pas, on disait bolchevique à l'époque, eh bien il faut emprunter au communisme une partie de ses armes. La question étant de savoir jusqu'où, n'est-ce pas, parce que quand on emprunte à l'ennemi trop de ses armes, on devient l'ennemi, et à ce moment-là, c'est plus la peine, c'est plus la peine de lutter contre, n'est-ce pas, on s'identifie à lui. C'est le grand danger, bien sûr. Mais au fond, il y a dans cette démarche quelque chose de réaliste et de sain. Je ne peux vraiment pas m'associer à l'antifascisme qui sévit actuellement, et qui est tout simplement, il me semble, suicidaire. Mais vous n'allez pas quand même me dire, Pierre Gripari, que Hitler était un personnage... Positif, non, non, bien sûr. Et sur le plan social, il était très en avance, même sur l'URSS à l'époque. Hein. Il s'est trompé après. Non, il s'est pas trompé après, il s'est trompé même plus encore avant qu'après. Pour moi, l'erreur de Hitler, c'est d'avoir accepté sans contrôle l'image de marque que les Juifs donnent d'eux-mêmes. Il a repris les idées de la Torah. Or, c'est très tentant, quand on lit la Bible, de reprendre ces idées-là et de les retourner contre les gens qui les ont lancées. C'est évidemment la réaction facile, la première qui vous vient à l'idée.
Mais évidemment, il faut pas le faire. Nous savons maintenant où ça conduit. Mais quoi. vous êtes contre tout, vous êtes même antisémite? Je suis anti-judaïsant parce que... Mais pourtant, vous savez ce qui s'est passé. Oui, Vous oui, pouvez mais... accepter ce qui s'est passé pendant la guerre? Je ne peux pas accepter, mais je peux pas accepter la Bible non plus. Vous savez, Mein Kampf est un livre un peu étroit, pas toujours bête d'ailleurs, c'est un livre un peu étroit, nationaliste à l'ancienne mode. Au fond, c'est son principal défaut, c'est vraiment l'Allemagne seule, n'est-ce pas? Mais en réalité, Mein Kampf ne contient pas l'apologie du génocide, c'est la loi juive qui la contient. Alors ça, il faut quand même que chacun prenne conscience de ses responsabilités, et puis il n'y a vraiment pas d'innocent dans cette histoire-là. Mais Pierre Gripari, avec tout ce que vous dites, comment voulez-vous avoir un public? Comment voulez-vous avoir des amis? Mais si... Vous avez des amis juifs? Non. Parce que, mais déjà, c'est pas vous faute. Faites déjà, vous êtes dans votre chapelle et tout seul. Mais non, pourquoi? C'est une intolérance totale. Des amis juifs, j'en aurais, j'en suis sûr. Parce qu'il doit bien s'en trouver dans le tas qui sont conscients. J'ai pas eu de chance. À chaque fois que j'ai eu contact avec des juifs, je me suis trouvé, au bout d'un certain temps, devant un censeur et un colon, au fond. Je me sentais le nègre, le palestinien. Alors bon, quand j'en avais marre, je laissais tomber. Mais je suis certain, et d'ailleurs j'ai appris que ça existe, qu'il y a tout de même des gens d'origine juive et non racistes. Ça doit se trouver. Votre père est quoi? Grec? Grec. Grec. Ah oui, je suis tout à fait fils de métèque. Alors rien que ça me vaccinerait contre le racisme, vu que justement, c'est pour ça d'ailleurs, j'essaye de jouer le jeu d'un roman branchu. Je fais de moi le fils d'un juif, parce qu'effectivement c'est à la fois le garde-fou et la bonne objection, c'est si vous tombiez sous le coup des lois raciales, si vous étiez d'une famille juive. La réponse, je me la donne, j'aurais certainement envoyé bouler la religion de mes parents, qui est vraiment monstrueuse, je maintiens. Mais toutes les religions pour vous sont monstrueuses. Ah oui, mais le judaïsme a quelque chose de particulièrement inquiétant de nos jours. Aussi, vous l'avez dit le christianisme aussi, mais pour d'autres raisons. Le judaïsme, c'est le racisme idéologique, ça c'est très grave, et c'est l'apologie du génocide. Le christianisme, c'est la névrose. C'est Dieu qui s'offre lui-même en sacrifice sanglant son fils unique. Alors après ça, quand on va parler du communisme intrinsèquement pervers, ça me fait rigoler. Vous savez que c'est très grave tout ce que vous dites, parce que c'est une parole. Oui. Mais une parole peut être le commencement d'un geste. Oui. Mais je vous appelez d'une certaine manière à la révolte des temps anciens. Non, parce que tout ça, un trimbalé des choses culturelles qui doivent être gardées. Moi, je suis pour qu'on continue d'imprimer et Mein Kampf et la Bible. D'abord, ce sont des textes historiques et ce sont des textes culturels. Pour rien au monde, je ne voudrais ignorer les livres historiques de l'Ancien Testament qui sont vraiment nazis, mais qui sont passionnants, où il y a des personnages étonnants, des situations et tout un... Pierre Gripari, aujourd'hui, dans quel parti, si vous deviez entrer dans une action politique, dans quel parti seriez-vous à votre aise? En France, hein? Oui, en France. Je n'en vois vraiment aucun, parce qu'il y a toujours quelque chose qui baille, vous voyez. Bon, la gauche, c'est pas possible. Côté stalinien, ça n'est plus possible. La gauche à visage humain, encore moins, parce que quand on a été stalinien, c'est plus possible d'être démocrate, on n'y croit plus. La critique de la démocratie libérale est faite, quoi. Et d'un autre côté, les partis de droite, il y a toujours quelque chose qui me défrise. Soit qu'ils soient chrétiens, soit qu'ils soient nationalistes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas nationaliste. Le nationalisme a fait aussi un mal énorme. Alors, quoi? Je ne sais pas. Vous êtes tout seul quelque part. Je m'inventerais peut-être un parti néo-fasciste à la fois social et européen, mais qui serait pas antisémite, justement. Enfin, qui serait pas, entendons-nous, qui serait anti-juif, mais pas antisémite. C'est-à-dire que je considère que la culture basque et la culture bretonne, n'est-ce pas, doivent avoir droit de citer dans l'Europe de demain, mais que la culture yiddish également. Le dernier Nobel attribué à Isaac Singer. J'ai lu les nouvelles de Singer parues chez Lafon. Elles sont étonnantes. C'est du feu de Dieu, ce qu'écrit ce type-là. Et jusqu'ici, je ne connaissais que Kafka, mais Kafka écrit en allemand classique. Je crois que vous êtes surtout mené par votre anticommunisme.
parce que il y a des phrases, il y a deux phrases là. Regardez, Ouais. la première, vous écrivez en 1900, c'est je crois dans Pedigree de vampire, hein, je crois. Hein. Peut-être, oui. En 1924, mourut à Moscou le plus dangereux sorcier de l'histoire, Oui. qui avait déchaîné sur la Russie et sur le monde le plus effroyable ouragan de forces mauvaises que l'humanité ait jamais subi. Celui-là, c'était Lénine. Oui. Et puis il y a l'autre, Staline, pour sauver l'humanité d'un hideux péril, n'hésita pas à se priver lui-même de plus de 40 millions de ses sujets. Alors là, c'est définitif, hein. Oui, oui, bien sûr. Ce Mais n'est pas totalement faux non plus. Oui, c'est pas totalement faux non plus, mais j'ai écrit des choses aussi violentes contre l'Ancien et le Nouveau Testament, contre ceci, contre ça, contre les femmes, contre Mais tout. vous vous enchantez Ça fait surtout de peur. votre plaisir à raconter et à dire, et vous vous laissez emporter peut-être et par l'écriture et par les mots. Mais c'est peut-être le Je mystère de pense tout l'écrivain. ça. En réalité, Oui. je pense tout cela. Je le dis d'une Ouais. façon plus ou moins agressive suivant les cas, mais je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a des choses dont il faut prendre conscience. Cela dit, pour l'écrivain, l'essentiel, c'est quand même de raconter des histoires, avant Et, tout. et la plus belle histoire, c'est celle qui ne peut pas arriver. Bien sûr, bien sûr. Non, les histoires qui arrivent n'ont aucun intérêt. Je suis anti-réaliste. Alors, tout à fait d'accord avec Oscar Wilde. Vous savez, le gars le jour où il voit réellement des faunes et des satyres, il revient au village, on lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il répond, j'ai rien vu. Ça existe donc, ça n'est plus intéressant. Merci Pierre Paris. Je rappelle le titre de votre livre, de votre dernier livre, Vie parallèle de Raymond Brochu, qui paraît chez L'Âge d'Homme.